On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Daniel Evenou, Judith Magre, Christophe Alévèque, Stevie Boulet, Pierre Bénichou et un nouveau venu dans notre équipe aujourd'hui, Philippe Tesson. Vous le connaissez, Philippe Tesson? Ah oui, depuis longtemps. Oui. Dites pas trop depuis longtemps, ça fait jamais plaisir. Ça. Ah oui, il a 10 ans de plus que moi, jour pour jour. Alors, je le connais bien. On dirait pas, malheureusement, c'est à la radio. À la télé, on dirait le contraire. C'est fou, oui. Ils ont l'air de bien s'aimer tous les deux là. Ah, je le hais. C'est vrai? Non, vous appréciez quand même. Oui, je tombe moyen, quoi. Il est d'un bon niveau. D'un bon niveau. J'ai beaucoup aidé à débuter. C'est vrai? Oui, beaucoup. Sans rire. Oui. Non, pas du tout. La plupart des mauvais journalistes à Paris disent je dois tout à Philippe Tesson. Moi, évidemment, je ne lui dois rien. Non, mais ils ont l'air complètement sérieux. Ah oui? Voilà, Non, regardez. on se connaît depuis très longtemps, donc. Stevie Boulet, peut-être vous ne connaissiez pas Philippe Tesson. Bah si, par sa profession. Ah oui? Il écrit, je pense, critique. Ah bah voyez. Journaliste. Ah bah voyez. Hein, Oui, ouais, il me semble même avoir- connu de Stevie, Philippe Tesson. C'est qui Bah est pas avant, c'est depuis Gilles Journaux sinon. Qui c'est, Sylvie? Qui c'est Stevie, demande Philippe Ah bah Tesson. vous êtes pas un bon journaliste. Voyez-moi ça! Ah, faut s'en méfier. Attention, il a pas l'air comme ça, mais il faut s'en méfier. Hein. Mais non, mais une émission qui a révolutionné la télévision, ne pas connaître de la part d'un journaliste, ouais, je trouve ça énorme, parce Non, mais- qu'on en a quand même beaucoup parlé du C'était de la télévision, mais il ressemble pas à celui que j'ai connu. C'est le même? Ah, c'est vrai qu'il a les cheveux bruns, alors Voilà. qu'ils étaient blonds, ses cheveux, à l'époque. Exact. Et vous regardez jamais les émissions de Laurent? Non. Ah non. Je participe, je regarde pas. Bon, Christophe Alévèque, bienvenue à un nouveau chroniqueur. Tout à fait, bienvenue. Donc on prépare l'arrivée de la droite alors, là, tout ça. Oh, il est marqué à droite, Philippe Tesson? Bon, un petit peu, là, c'est ce que j'ai cru comprendre. Par moment, voilà. Par moment. Oui. J'ai déjà des mails pour vous d'ailleurs. Quelle équipe aujourd'hui? Thomas m'écrit. On commence toujours par les mails des auditeurs dans cette émission. Et quelqu'un me dit, je pense que Pierre Bénichou va avoir du fil à retordre avec Philippe Tesson, qui ne manque pas de caractère. tu J'attends vois le match avec impatience. C'est Thomas. Vous voyez. On a déjà eu des matchs. Non, mais maintenant, si on prend les mails et on recommence, c'est pas ça peut faire. Mais j'ai déjà ferraillé avec Philippe Tesson dans des émissions de Pollack, de Michel Cotta, dans d'autres trucs comme ça. On s'est amusé. Est-ce qu'on pourrait tirer le micro de Philippe Tesson, voilà, vers lui? Ce serait beaucoup mieux. Merci. Bon, ça, là, ils savent plus où est le micro, hein. Oh, j'ai pas besoin Oh, l'hôpital j'ai qui pas se fout de la besoin de micro. charité, là, Pierre. Je voudrais en tout cas passer le bonjour à tout le monde, tous les chroniqueurs, me disait Thomas dans le même mail. Bravo pour cette composition d'émission improbable. Stevie en même temps que Daniel Evenou, que Christophe Alévèque, que Pierre Bénichou, que Philippe Tesson et que Judith Magre. Judith qui reçoit un mail aussi très sympathique de la part de Pénélope. C'est toujours un immense plaisir d'entendre Judith Magre dans votre émission. Son rire illumine votre studio. Mais la voir sur scène est encore mieux, un pur bonheur. Cette grande dame sait vous raconter des histoires d'hommes avec gourmandise, jubilation, émotion, ironie, charmeuse, ensorceleuse, virevoltante. Elle est magnifique dans son spectacle. Courez-y. Relâche un peu. C'est moi qui ai envoyé le mail. Ah, c'est vous? Vous appelez Pénélope maintenant. Ulysse, moi. Ah, Ulysse, bon. C'est bien ça, c'est quelqu'un qui est venu vous Bah, je voir, trouve ça Judith, formidable, à la oui. Pépinière Opéra. Oui. Oui, c'est bien. C'est à quelle heure à la Pépinière Opéra? Profitez-en, c'est le moment. Oui, bah alors c'est à 9h, ça dure jusqu'à 10h15. Jusqu'à présent, ça marche, mais rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais perdu non plus. On verra. Ça parle de quoi? Ça parle des hommes. Ah. C'est une bonne femme, moi. Stevie voudrait reprendre le rôle. C'est possible, Judith? Oh bah oui, parce qu'à un moment, j'ai un petit passage où je dis que je suis déguisée comme une drag queen. Et Oh bah merci, hein. Queenie, c'est une drag queen. Hein. T'as fait dans le pudding avec toi. Hein. Oh, merci. Oh Stevie, tu sais bien que je t'aime. Quand Madame Evenou viendra, il faudra qu'elle chante quelque chose en breton, me dit Sylvain. Ah, voilà. Ananigos. Il fallait pas tenter le diable. Ananigos, aneusérante, ananigos, aneusérante, ananigos, ananigos. Et ben j'en profite pour dire Blavsmad à tous les Bretons. Bah voilà. Ce qui veut dire bonne année. C'est fait, comme ça on n'a plus à le faire.
J'ai parlé breton avant de parler français. Ah, quel casting de rêve cet après-midi. Merci d'avoir invité Philippe Tesson, libre penseur. Bien sûr, dans On va se gêner, il sera comme un poisson dans l'eau, mais qu'il se méfie, me dit Claudius. Il faut qu'il connaisse bien toutes les personnes présentes autour de cette table. D'abord, face à lui, il y aura Judith Magre, une constellation lointaine, mystérieuse, qui ignore tout des technologies modernes, Internet, interphone et autres MP3. Il faut lui parler lentement et bien articulé. La débile. Daniel Evenou, ensuite, une planète bigoudaine, où on a retrouvé une forme de vie. Impossible pourtant de communiquer avec son habitante, car nul ne connaît ce langage curieux où les syllabes et les mots s'entrechoquent. Une certitude, pour parler, ça, elle parle. Christophe Alévèque, lui, c'est de l'antimatière à lui tout seul, de l'anti-tout d'ailleurs. Là-haut, à mon avis, il y a que du gaz. Pierre Bénichou, c'est plus compliqué. Lui, c'est la galaxie du bordel. Ça bouillonne là-dedans. Il y a un foutoir pas croyable. Ça part dans tous les sens. C'est un peu la voie lactée qu'on aurait mis dans la machine à laver. C'est incontrôlable. Et enfin, Stevie, c'est plus simple. C'est le trou noir de l'intelligence. Ah bah sûrement, il a Non, mais raison. à part ça, c'est quand même pas mal écrit, ces papiers. À part ça, je veux dire TV. Stevie, appelez-le par son Titi, prénom. on l'appelle. Appelez-le par son prénom quand même, mais c'est plutôt bien écrit. Mais oui. Hein. Écoutez, il y a pire que nous. Hein. Il y a Monsieur Chirac, le président de la République. Je ne sais pas si vous avez lu Le Monde cet après-midi, mais Le Monde nous donne un compte rendu du discours de Monsieur Chirac en Corrèze. C'est terrible. Il n'arrivait pas à prononcer un mot, manifestement. Il y a un papier signé Béatrice Guret, qui était l'envoyée spéciale du Monde à Tulle. Il y avait quelques échos ce matin dans la presse, mais on nous donnait pas le détail. Et Le Monde reprend mot par mot, point par point, tous les lapsus du président là-bas à Tulle, à côté de son épouse Bernadette, et face à Monsieur Hollande, qui est le député du coin. Et c'est terrible quand même. Hein. On voit qu'il s'est planté tout le temps, quoi. Est-ce qu'il parlait assez lentement pour moi, pour que je le comprenne? Écoutez, manifestement, je ne sais pas si vous auriez compris tout ce qu'il voulait dire. Par exemple, il a dit, dans les zones rurales, il faut affirmer le contexte personnel au lieu du contact personnel. Il a dit que les 2 tronçons de l'A89 permettaient désormais de relier sans discours Bordeaux à Clermont-Ferrand, alors que c'était sans discontinuer. C'est grave. C'était avant ou après l'apéro? Il a dit personne ne s'étend au lieu de personne ne s'étonne. Voilà. Mais c'est fou parce que hier ou avant-hier dans l'émission, je sais pas, je les confonds toujours de Fogiel ou d'Ardisson, je ne sais plus. Il y avait pas Ardisson ce week-end, donc c'était chez Fogiel. Fogiel, il y avait Alain Duhamel qui est venu et qui est un fin politique, un fin analyste politique, comme chacun sait. Il dit un peu toujours la même chose, mais enfin c'était. Et là, il disait Chirac. Or, c'est un type absolument formidable parce que c'est seulement une bête politique, il n'a pas de conviction, enfin tout le vieux refrain sur Chirac. Mais en plus, il a une chose bizarre, on demandait que reste-t-il de Chirac. Il a avec les mots des relations terribles. Il n'y a pas un mot qui lui sorte naturellement de la bouche. Il se trompe chaque fois sur son... Donc on se demande, le mystère de Chirac est toujours aussi fort, et encore plus fort, puisque on sait qu'il n'a pas de conviction. On sait qu'il n'a pas de grande continuité dans ses promesses à tenir, et en plus, il n'est pas non plus un orateur. Alors qu'est-ce qu'il est? Daniel, c'est ton frère à Boulogne. Non, le papier là semble plutôt évidemment émettre quelques doutes sur la santé du président et Mental. dire mental, peut-être pas jusque là, mais les problèmes d'élocution ou de vue, parce que peut-être qu'il a essayé de lire son discours sans lunettes. C'est peut-être le journaliste qui est un peu sourd. Ah non, manifestement. Non. Il y a même le président du conseil régional du Limousin, qui Sourd s'appelle aussi. Jean-Paul Denano, qui a dit cette année il n'y a pas d'élection, mais il faut tout de même se préparer. Non. Ah, je vous jure, il a dit ça. Le Ça, président. c'est terrible. Ça fait une peine affreuse, ça. Parce que je sais que politiquement, il me plaît pas, mais comme homme, je le trouve absolument charmant et je déteste qu'on rigole sur les troubles Mais il a occasionnés par l'âge, sur les gens de ma corpulence. Voilà. Ah, ce serait un petit, ça vous emmerderait pas. Oh non, un petit qui crève. Tesson, vous vous rendez compte? Quel aveu, hein. Quel aveu. Il se met en projection, Pierre. C'était. Non, mais c'est vrai que ça me gêne beaucoup quand on. Non, Puis en c'est- plus, non, le c'est coup de vrai. Charonne, là, tu lui faire un Non, mais drôle de gosse. c'est vrai, moi je me rappelle Pierre il y a 10 ans, c'était autre chose. Il trébuchait pas sur les mots. Hein. Ah non, il y avait une structure, quoi, il y avait une force. Bon bref, il a été gentil, il est encore d'ailleurs. Encore, au fond, c'est un brave type. Chirac? Non, Pierre.
Bon, on va passer à autre chose dans l'actualité. D'abord, l'élection peut-être de la première femme présidente en Amérique du Sud. Bravo. Bah, c'est fait. Madame Ça y Bachelet. est. Ça y est, c'est fait. c'est Bravo. fait. Depuis ce week-end, seulement. Femme. Voyez où c'est le Chili, Julie? Très bien. J'ai des amis chiliens, je connais le Chili. pas vrai. Oui. Non, mais je suis débile, mais quand même, de temps en temps, il y a des petits éclairs. C'est pas obligé d'aller au Chili tous les Mais week-ends. il y en a quand même. plusieurs ce week-end. Il y a eu le Liberia. Oui, alors, le Chili d'abord, si vous le voulez bien. Alors, vous avez des amis au Chili, mais ils font quoi au Chili, vos amis? Non, ils sont pas au Chili, ils sont en France. Des musiciens, des... Ah, vous dire que vous avez des amis chiliens qui sont chez nous oui, en France? absolument. Ils vont pouvoir retourner là-bas maintenant. Oui, enfin, vous savez, c'est pas parce qu'il y a une femme qui est élue que dans 6 mois, elle sera pas balancée. Oui, les autres. enfin, on peut quand même encore aller au Chili. Oui. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui, on c'est peut vrai aller que ça au fait un Chili. moment qu'on peut y aller parce que Bah, oui. on nous parle beaucoup de cette élection. Même mais- sous Pinochet, on pouvait y aller. Non, il y a 8 ans Pas que les si on amis, était il y a chiliens. 8 ans que les amis de Pas Tesson si ne on sont était plus au chiliens. pouvoir. Toi, tu t'es conseillé de Pinochet uniquement pour les tortures ou seulement pour l'idéologie? Non. Uniquement pour l'idéologie. Moi, je suis un intellectuel. Hein. Elle a l'air plutôt sympathique, cette candidate, maintenant présidente, Madame Bachelet. Et en tout cas, on peut dire ce qu'on veut. Ségolène Royal a eu du nez en allant la soutenir sur place. Et de parce ne pas que- aller à Jarnac, elle a eu du nez, c'est vrai. Oui, parce que Mitterrand, il y a peu de chances qu'il redevienne président par rapport à Madame Bachelet. Hein. Il y en a un qui est toujours partout, d'ailleurs, c'est Jack Lang. Il y était, Ah, et il Jack y est Lang, encore. et il déjeunait même à côté de la présidente. Oui. Mais hier. lui, c'était prévu. Hein. Lui, c'était prévu. Et c'est Ségolène qui s'est inscrite avant Jack Lang, il est allé de sa propre initiative. Mais il était prévu que Jack Lang irait au moment d'élection. Eh oui. Et elle l'a pris de court. Et elle est déjà Elle est rentrée forte. et elle sera aux 20h de France 2 ce soir, chez, avec David Pujadas. chez David Pujadas. Alors, est-ce que c'est vraiment, je voudrais interroger enfin analyste politique et attendez, Tesson, j'oublie toujours, j'écorche toujours son nom. Tesson, qui est, est-ce que vous croyez qu'il est possible que ce soit un coup monté d'Hollande et des autres d'avoir fait venir cette candidature de Ségolène Royal pour disqualifier les trois autres, à savoir Fabius Strauss-Kahn et Jack Lang, par exemple, et qu'à la fin, aucun ne s'impose, et que à ce moment-là, Monsieur Hollande et comme le maire de Paris, Delanoë, puissent faire un appel à Jospin. Est-ce que tout ça est un coup Monsieur famille Tesson, Hollande vous savez pour quoi? venir- Je vous laisse le temps de réfléchir pendant la pub et après la pub, vous pourrez répondre à Monsieur Benamou, d'accord? On va se gêner avec Bénichou, Tesson, Evenou, Magre, Stevie, à l'évêque. Écoutez, Ségolène ou pas Ségolène, chez nous, en tout cas, les femmes prennent le pouvoir dans le monde. C'est ce que la presse résume ce matin en titre de nombreux articles. Fin novembre, quand même, souvenez-vous, en Europe, c'était Angela Merkel pour ce qui est de l'Allemagne. Et là, on a une présidente au Chili. On nous montre la présidente finlandaise. C'est la même chose aux Philippines, en Irlande. C'est vrai aussi au Liberia. C'était important aussi. C'était une première fois en Afrique. En Lettonie aussi, on a une présidente, ça je l'ignorais, mais une présidente lettonne. Ça va changer les choses, vous pensez? Bah, comme ça, elles seront occupées, comme ça les hommes auront le temps de s'occuper de nous. Alors que ça veut dire quoi, tout ça? T'as pas d'homme qui s'occupe de toi? Mais si, mais ça veut dire que s'il y a plein de femmes qui prennent le pouvoir et qui s'occupent à des trucs que moi je trouve pas intéressants du tout, eh bien les hommes, ils auront qu'à... Oui, mais ça fait jamais qu'un homme de plus sur le marché. Mais oui, mais si toutes les femmes s'y mettent, les Oui, hommes, c'est ils vrai. vont... Bon, enfin, Ah, mais moi, bref. j'ai toujours été fasciné, et personne ne m'a donné une explication plausible de cela, du fait que ce sont dans les pays souvent les plus machistes et les moins évolués à l'occidental, enfin je veux dire, où il y a une pseudo-égalité entre hommes et femmes, que les femmes arrivent à la candidature numéro 1, à la magistrature suprême. C'est que c'est quand même inouï, parce que vous n'allez pas me dire quand même qu'au Libéria, on soit plus libre qu'en Hollande. En Hollande, c'est pas une femme qui est Premier ministre. Et en France, c'est pas une femme qui est présidente de la République. La femme de Hollande, c'est Ségolène, justement. Non, mais mais ça, Non, ça mérite pas, franchement. je ne crois pas qu'il y ait une logique dans tout cela. C'est très bizarre. C'est important quand même de dire, parce qu'il y a la petite précision qu'il fallait ce matin dans Libération, de dire qu'attention, c'est pas la seule femme
la seule femme à avoir été au pouvoir en Amérique du Sud. D'abord, il y a eu l'Argentine, Madame Perón, qui a succédé à son époux, mais effectivement, elle n'avait pas été élue, contrairement à la présidente du Chili. Elle a été tellement aimée dans Cry for me, Argentina. Je pensais pas que même ça vous alliez chanter. Là, c'est obligado, Porte-Maillot. Non, vraiment, Pierre. Est-ce que vous savez pourquoi Obligado ne s'appelle plus Obligado? Non. Eh bien, moi, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Sans augmentation du prix des consommations. Du prix des consommations, je l'ai appris au cours d'un voyage que j'effectuais à I avec le président Chirac, dans le Mercantour, tu vois, dans le truc. On était là, et tout d'un coup, il dit, je leur rends quand même leur drapeau. C'est quoi leur drapeau? C'était le drapeau que Napoléon III avait pris à la bataille d'Obligado, où les Argentins avaient été écrasés, humiliés. Il a rendu ce drapeau. Et ça a été la plus grande défaite de l'Argentine. Et quand Perón est venu en 1952, 3 jours avant qu'ils arrivent, on a débaptisé la station de métro Obligado, qui était à côté de Porte-Maillot, d'où l'expression populaire Obligado Porte-Maillot, pour l'appeler Argentine, avenue de la Grande Armée. Eh bien, voyez, vous en apprenez des trucs. Et donc, Obligado, c'était le nom de cette bataille, parce que c'est une bataille que nous avons gagnée sous Napoléon III contre les Argentins. Prenez vos Mais il n'y avait cahiers, pas le notez, métro quoi. à l'époque. Pardon? Il n'y avait pas le métro à l'époque. Stevie, vous saviez Il tout n'y a ce que... plus qu'à vérifier l'information. Stevie, vous saviez tout ce que dit Pierre? Non, pourtant j'habite à côté de la Porte-Maillot, mais non, ça je ne savais pas. En revanche, je savais qu'avant le concours de Lafayette, c'était le ministère de l'Intérieur. Oui, ça n'a aucun rapport, ça. Non, mais je savais que ça. Moi, j'aime bien les vieux journalistes comme Benny Machin, parce que ils ont toujours une Une anecdote, vous voulez une bonne vieille anecdote? histoire Mais est-ce que vous n'avez pas racontée, connu à Porte-Maillot, à Luna Park à l'époque? J'étais pas un des philosophes de Queneau dans Pierrot, mon ami, non? Ferrino, c'est gagné. Il faut quand même aussi signaler qu'il y a eu 2 autres présidentes élues, mais, nous précise Libération ce matin, elles ne sont pas sud-américaines, mais centre-américaines, au Nicaragua, et la présidente du Panama aussi, qui a des femmes, voilà. Ah, c'est elle qui porte le chapeau. Oh non, Non, elle est bonne. Non, bon, elle est un Et peu vous savez facile. d'où vient l'expression elle porte le chapeau? Eh ben, c'était un mec qui vivait à Panama. Alors, il y a une info plus intéressante peut-être pour revenir à la politique intérieure, parce qu'on en a parlé déjà, on a évoqué cette affaire vendredi dernier, c'est l'histoire de cet intrus qui a visité le journal Le Parisien, vous savez, pour réclamer l'édition du journal dans laquelle on nous détaillait toute l'histoire de la réconciliation entre Nicolas Sarkozy et Cécilia, journal dans lequel aussi il y avait l'interview de Monsieur Balkany, ami du couple, qui racontait comment cette réconciliation avait pu avoir lieu, et on se rappelle donc, Le Monde en avait parlé, Le Parisien, Libé, qu'un homme s'était introduit vers minuit dans le journal Le Parisien et avait réclamé le journal avant même qu'il soit quasi imprimé. Heureusement, le rédacteur en chef sur place, à ce moment-là, n'a pas donné le journal, il lui a donné une fois seulement que les journaux étaient publiés. Et le type est reparti avec, mais on se demandait qui ça pouvait bien être. Il s'était présenté comme étant du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, Libération nous explique que cet intrus, en fait, venait de chez Balkany lui-même. Le garde du corps de Balkany. Le garde du corps de Balkany, qui voulait savoir exactement si les propos de son patron, en fait, n'avaient pas été trop modifiés, parce que, entre-temps, Monsieur Sarkozy s'était montré un peu furieux que son ami Balkany ait tout raconté aux Parisiens sur la réconciliation. C'est ça, en 2 mots. En 2 mots, c'est ça, oui. Mais enfin, quand même, faut être fou pour envoyer son garde du corps dans un journal pour réclamer l'article, non? Ça se faisait beaucoup autrefois. Ah oui? Ah bah oui, ça se faisait sous Pinochet. énormément jusque dans les années. Pierre doit se rappeler, jusque dans les années 60-70. Oh non, c'est arrêté en 29. Ça se faisait derrière. Mais moi, je crois à autre chose. Hein. Oui. J'ai pas. Enfin, c'est bon l'information de Libération. Il y a sûrement beaucoup de vrai là-dedans. Je crois moi que c'est plutôt. Si j'ai bien compris d'ailleurs le dessous de l'affaire, c'est l'entourage de Sarkozy a été informé que Balkany avait un peu déconné sur l'affaire parce qu'il en a quand même beaucoup dit, hein, Balkany. Eh oui. C'était fantastique. D'ailleurs, chapeau. Panama, aux journalistes du Parisien, qui avait, tu vois, l'histoire. Journaliste du Parisien qui avait révélé la chose, parce que c'était une formidable interview. Je crois que c'est plutôt Sarkozy, moi, qui a envoyé un de ses agents, un de ses flics, pour avoir les preuves au Parisien libéré, pour vérifier le plus vite Et possible. maintenant, il dit que c'était le garde du corps de Balkany. Moi, je crois que c'est plutôt ça, parce que le type s'est présenté avec une carte de policier, hein, avec une Oui, carte mais tricolore. carte bleu, blanc, rouge, n'importe qui en a. Au petit Parisien, oh, pardon. Est-ce que le journal
c'est d'abord appelé le Petit Parisien. À la Libération, ça a été comme c'est un journal qui avait collaboré un Même peu. moi, j'ai connu le Parisien libéré. Alors, Après, vous ça a savez. été le Parisien libéré, et maintenant, c'est le Parisien tout court. Oui. Et demain, ça s'appellera Aujourd'hui. Oui, absolument. C'est déjà. Toujours, il faut toujours appeler demain Aujourd'hui. C'est ça le journalisme. Sans ça, c'est les croissants de la veille. Bon, alors, quelqu'un qui n'en revient pas des années qui passent, puisqu'on parle d'un temps bien lointain grâce au nom que portait le Parisien avant. Ça, cette info-là, je l'ai trouvé justement dans le Parisien ce matin, et ça m'épate. C'est quelqu'un qui a retrouvé sa voiture 37 ans après le vol. Ça, c'est quand même une belle histoire. Une Chevrolet Corvette décapotable qui datait de 68. Elle avait disparu en janvier 69. La propriétaire de ce véhicule s'est égarée dans le quartier du Queens, à New York. Et les douanes viennent de découvrir en novembre dernier, lors d'une inspection d'un conteneur, la voiture en question. Quand même, donc, 37 ans après le vol de cette voiture, la propriétaire va donc pouvoir récupérer sa Oui. Corvette, Oui, qui est mais devenue une voiture de collection. forcément, elle marchera moins bien, maintenant. Mais peut-être que dedans, il y avait son carnet de rendez-vous. Comment ça? Bah, elle avait sûrement ses papiers, un sac à main, peut-être dedans. Elle va retrouver tout son passé. Ça, C'est peut-être pas, fabuleux. hein. J'imagine qu'en 37 ans, il y a quand même du monde qui est passé dedans, hein, Dans la dame. dans la Corvette. Il est passé dessus. Il est passé dessus. Qui est passé dessus, oui. Je vois pas d'ailleurs ce que c'est qu'une Chevrolet Corvette, mais c'est immense. C'est Chevrolet fabuleux, Corvette, c'est Sarah. fabuleux. Pierre a bien connu. C'est oui. fantastique. C'est des voitures. Ça vaut une fortune d'ailleurs maintenant une La Chevrolet voiture dans laquelle Corvette. Alain Delon est descendu au Festival de Cannes la Bien sûr, première fois. Elles avaient des couleurs, vert pâle, rose bonbon. C'est pour ça que Laurent dit que absolument maintenant, c'est une formidable. voiture de collection. Ah ben, je suis pas Bien sûr. Vous imaginez retrouver une voiture 37 ans plus tard? Ça doit être affreux. Elle est passée cette Elle te voiture pendant reconnaît plus, 37 elle te ans. reconnaît plus. Oui. Tu dis bonjour Corvette, c'est moi, c'est Pierrot. Elle te dit oh mais qui Là qui êtes-vous, parle à sa bagnole monsieur maintenant. Qui êtes-vous monsieur? Je ne vous connais pas. Il aura vieilli. Bah oui. Bonjour Pierre. Allez, on se retrouve après la pub, tout de suite. Il nous reste à peine 2 minutes. Alors, je voudrais revenir, avant le flash de 17h, donc je voudrais revenir sur cette info concernant la Chevrolet Corvette que cette dame a récupérée 37 ans après le vol. Est-ce qu'elle doit rembourser l'assurance qui, j'imagine, à l'époque, si elle était assurée, avait dû lui rembourser sa voiture puisqu'elle n'avait jamais été retrouvée? C'est qu'il y a un délai, au bout d'un moment, on vous paye la voiture à l'Argus, mais est-ce que ça existait en 68? Je suis pas sûr, mais... Non, mais il doit sûrement y avoir une clause stipulant qu'au bout d'un trop longtemps, la voiture n'a plus de valeur et que l'assurance doit la payer, j'imagine. Non, mais l'Argus existait déjà à l'époque. Ça, alors. Ah oui? Ah oui, moi je me souviens. Bon, comment donc? En toute logique, bien sûr qu'elle doit rembourser, c'est évident. Mais elle a reçu une somme qui est inférieure à la valeur de la voiture aujourd'hui. C'est ça, Oui. c'est ça. Moi, je ne crois pas qu'elle doive rembourser parce qu'il doit y avoir un délai au-delà duquel tous ces accords ne jouent plus. En revanche, si elle pouvait rendre les 40 000 francs qu'elle a touchés pour sa voiture, alors que celle-ci vaut maintenant au prix de la voiture de collection 10 fois plus ou 20 fois plus, elle doit être ravie. Mais seulement la compagnie d'assurance doit la prendre et la vendre aux enchères si elle est encore en état. Enfin, tout ça, il faut que je vois le véhicule. Je peux rien vous dire. Je peux rien vous dire tant que j'ai pas vu le véhicule, moi. Hein, non, parce qu'il y a du boulot à faire. Hein. Rien qu'en bord de caisse, vous savez pour combien j'en ai? Non. Parce que je peux pas changer une aile, monsieur monocoque. Vous vous rendez pas compte, madame? Peut-être même que la dame elle-même est plus cotée à l'Argus, mais on le saura un peu plus tard dans d'autres journaux. On va se gêner, c'est la deuxième partie, toujours avec Judith Magre, Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Philippe Tesson, Christophe Lévesque et Stevie Boulet. Stevie, vous laissez pas faire par Pierre Bénichou. Vous savez que Philippe Tesson, dès que vous avez le dos tourné, là, que vous parliez avec Daniel Evenou pendant les infos, il y a Pierre Bénichou qui dit à Stevie, te laisse pas faire avec l'autre là-bas. C'est bien, continue à lui répondre. Donc, Mais vous savez- Pierre, Non, ça, ce serait mon genre. Mais si vous saviez de quoi nous parlions tous les deux. Ah. Nous nous sommes connus il y a 32 ans à Tahiti. Et voilà. Tropique. Voilà. Et il avait un beau-frère, c'est un beau-frère, qui avait une librairie. Je lisais à l'époque. J'ai appris à lire. Voilà. Et nous nous sommes connus, nous avons presque nagé ensemble, dansé. Enfin, nous avons vécu quelques jours ensemble avec sa femme, mon homme de l'époque. Parce que il y a plusieurs époques. bien sûr. Et celui-là, c'était Jacques C'est Martin. qui dans les îles? Jacques C'était Martin. Jacques Martin. Ah, il y avait une chance entre Jacques Martin et Jacques Brel, je me disais dans les Oui, îles. ah bah, c'est une question de marquise, si je puis dire. Oui, Pierre. Non, pas du tout. Je disais, Non, nous marquise sommes connus. d'amour, vos beaux yeux me font. Tiens, bah, puisqu'on parle des ex, vous avez vu qu'il y a un rappeur qui s'appelle Eminem, que tout le monde connaît, qui a épousé son ex-femme. Ça, c'est quand même formidable de revenir vers son ex-épouse. D'autant plus qu'ils s'étaient bien engueulés l'un et l'autre. Lui, donc,
donc Eminem et son ex-femme Kimberly Mators, ils s'étaient surtout engueulés à propos de la garde de l'enfant, puisqu'ils avaient une petite fille aujourd'hui âgée de 10 ans, et ils se sont remariés, vous voyez, après s'être séparés. C'est génial, je trouve. C'est une belle histoire de se remarier, non? Oui. Je trouve ça très bien. Bah, je sais pas, si Mais je s'entendent crois que bien, ça oui, arrive pourquoi beaucoup pas. plus souvent. Moi, je trouve que c'est normal parce que on l'a Pardon, vu Stevie, souvent nous avons rejaillir le réveillé. feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Souvent, on a vu des trucs, Oui. des terres brûlées. Ça dit assez l'inutilité totale du mariage, cette histoire-là. Ah oui. Bah, Ou écoute, l'inutilité c'est- du divorce. Non, mais l'inutilité du mariage. Ça prouve que le mariage ne sert finalement pas à grand-chose. Hein. C'est vrai, il faut bien le dire entre nous. Sauf le lien juridique, etc. Si on a une chance d'épouser la femme dont on vient de divorcer, pourquoi s'être marié? Non, mais franchement. Mes chers amis, moi je connais 2-3 couples qui se sont remariés et uniquement parce qu'il y avait une grande différence d'âge, l'homme était plus âgé que la dame, et c'est l'homme qui lui a dit tu es célibataire, t'as divorcé, épouse-moi comme ça tu auras mes points de retraite. Ah, c'est du calcul. Là, il l'a poussé dans l'escalier. qu'est-ce qu'elle a fait Mais vous voyez, pour Eminem, je pense que c'est pas le cas. C'est ce que je me Bah, disais. tiens, il faut prévoir à l'avance maintenant. Hein. Comme ça, à vue de nez. Encore mes deux châteaux, mes maisons sur la côte d'Azur. Voilà, les points de retraite. Mes résidences, je sais pas, mais enfin, mes points de retraite, c'est la sordide, tout ça. Non, mais aux États-Unis, ils se Mais marient comme ça, pantoufles ils aussi, divorcent non comme ça. Ah oui là-bas. Bah, c'est des mariages éclairs. Ils se marient, au bout de 2 mois, ils divorcent, après, ils se remarient. Je sais pas, quand on lit les potins. Johnny a fait ça. Notre Johnny Hallyday national a fait ça avec, je crois, la petite Adeline. Il a épousé 2 fois. Ah, ou Babette, peut-être Babette, je me trompe de gonzesse, alors, zut. En tout cas, bon, il a fait ça 1 fois, puis il a fait ça 2 fois. Il a fait maintenant ça qu'il est 2 belge. Ah oui, maintenant. Le témoin d'Eminem était un autre rappeur, je vous le dis pour ceux que ça intéresserait, Proof du groupe des Proof. Ah, tout à fait. Proof. Vous connaissez Proof Oui, Proof et Alexandre. Proof du groupe D12 et le célèbre 50 Cent aussi faisait partie des invités, Pierre. Ah ouais. Tout à fait. Moi, j'aurais bien critiqué, mais je peux pas. Je me suis marié 2 fois avec la même femme. Comment ça? Ah oui, vous êtes pas au courant? Non, avec Sans Pupus. divorcer. Sans divorcer. Avec Pupus. Oui. Ah, parce que vous n'avez pas Je la me suis même marié religion. en France et en Grèce, oui. Enfin, moi, j'ai pas de religion, mais on s'est marié à l'église en Grèce. C'est pas orthodoxe. Et ouais. C'est pour ça que j'ai mon. C'est pour ça que j'ai mon alliance à la main droite que j'enlève de temps en temps, évidemment, en tournée. Et puis. Et puis à la mairie en France. Oui. Alors moi qui est contre le mariage. Mais t'as de bons rapports, de bonnes relations avec ta femme, si je puis dire. Bah, écoute, quand je la vois, là, je pense qu'elle va bien. Tu la vois pas souvent Bah, tu sais, je suis en tournée, je travaille beaucoup, donc voilà. Elle te voit à la télévision, non? Elle me voit à la télévision, elle trouve que je suis fatigué. Mais il faut pas lui laisser la Est-ce que tu dis télévision. que tu as un très joli profil? Oui, elle me l'a dit, mais il y a longtemps. Il est joli, C'était hein, avant le regardez. 2e mariage. Je trouve qu'il est très joli. T'es beau, regarde. Oh, il est beau. Hein, Stevie. Remarquez, vous avez de quoi être fatigué parce que tout à l'heure, j'ai pas voulu lire ce mail par discrétion, vous me connaissez. Bien sûr, tu m'étonnes. Et puis, comme vous m'y poussez, Mais, j'ai sais bien que c'est des Christophe, conneries. c'est Séverine et Anne qui me disent qu'elles ont réalisé un fantasme vendredi dernier en vous rencontrant en chair et en os. Oui, nous parlions bien de fantasme, me disent Séverine et Anne, car même dans nos rêves les plus fous, nous n'aurions osé imaginer que vous alliez nous faire le coup de la panne sur l'autoroute. Voilà, nous sommes sûrement en train de faire des jalouses, mais bon, tant pis. Nos excuses à votre femme, Christophe. 2 moustiquettes de l'entrepôt de Mulhouse. Voilà. je ne connais même pas cet endroit. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Séverine et Anne. Je ne suis pas en voiture. Et ton mail, tu peux te le carrer où je pense. Voilà. C'est qui ces 2 jeunes filles? Je n'ai aucune idée. Oh, tu penses? Mais non. Oh là là, t'es un peu comme Pinocchio. T'as le nez qui remue quand tu Ouais, parles. ouais, ouais, Ton je- joli profil s'allonge. Non. Voilà. Ok. Sujet suivant. Mais non, c'est des fantasmes. Peut-être que vous êtes simplement pris de jeunes filles en stop. Non. Pas en stop. Non, mais il n'y a rien. Je veux dire, voilà, il n'y a rien de très grave dans ce mail. Elles disent Absolument rien. Elles disent pas qu'elles vous ont fait quoi que ce soit. Elles disent qu'elles vous ont vu en vrai. Voilà, c'est tout. Voilà, exactement. Bon. Hein, dans une voiture de C'est très près. peut-être pas très grave, mais je serais sa femme, putain, dis donc. Bah, surtout s'il Si lui elle, avait, si elle a un peu d'honneur, elle le vire, ce et s'il con. lui avait dit que, honteux, s'il lui avait ça. dit qu'il était à Rouen. Bien sûr. Non, ça, elle devait savoir quand même qu'il était à Mulhouse, j'imagine. Ah, tout à fait, oui, bien Et sûr. tu y étais réellement? À Mulhouse, où ça?
Dans vos histoires d'hommes, Judith Magre, à la Pépinière Opéra, il y a des histoires d'adultère, de choses comme ça? Non, il y a des histoires qui arrivent un peu à tout le monde, des gens qui larguent, qui se font larguer, qui sont seuls, qui sont plus seuls, qui pleurent, qui rient, oui. Vous êtes seul en scène à raconter ces histoires d'hommes, signé Mais je suis Xavier. avec un contrebassiste. J'allais vous le dire, Mauricio Romero. c'est signé Xavier Duringer. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait le contrebassiste? Il joue de la contrebasse, Il vous me allez me répondre. regarde et je... Il vous regarde. Vous avez payé un mec pour qu'il vous regarde. Non, mais il joue. Et puis, il couvre un peu ma voix quand je chante de petites chansons. Ah, parce que vous chantez? Oui. Ah! Et des chansons originales ou des chansons Originales. connues du pâte du... Non, originales. Tu les connais pas encore. Mais quand tu les auras Et là, vous entendues, nous en chanteriez une, par Oui, exemple? on va pouvoir la voir. Voilà, faut donner envie aux auditeurs de venir vous voir à la Pépinière. Alors, qu'est-ce que vous chantez? Non, mais je vais pas vous chanter. Non, si. mais si tu veux pas la chanter à nous, chante-la a cappella. Entre autres, Là, elle est drôle, là. Tiens. Et c'était Celle-là, Pierre celle-là. Bénichou. Celle-là, tu peux pas dire qu'elle est pas rigolote, celle-là. Pierre, j'ai honte, franchement. Là, Non, j'ai mais tu honte. n'as pas à avoir honte. Tu Non, mais peux pas avoir honte. tu vas te taire une seconde. Oui, chérie. Non, on peut pas. Non, mais il y en a une. Je raconte que je suis la femme boa. La femme boa, et alors ça donne quoi? Ben, je suis la femme boa qui boit, etc. Et non, mais je vais pas vous Si, un chanter. peu, ça, Arrête-toi. Arrête de me parler pas comme ça. Oh. Ah oui, personne n'ose. Tu m'énerves. Non, tu es folle, ma chérie. Non, mais il y a deux. Ah oui, je le dis parce qu'autrement il sera très très fâché contre moi et que je l'aime beaucoup. Il y a Michel Didim qui m'a mis en scène. Michel Didim. Oui. Voilà. Oui. C'est joli comme nom. Bah tu le connais pas? Ça fait jamais. connais pas Michel Didim? Ça fait jamais. De nom, mais de Non, vue, mais non. attends. Ça fait jamais que ça me perd Attends, de ça va collant. lui faire Hein. plaisir. Michel Didim. Michel Didim, tu le connais pas, Michel Didim? Ouh là là là. Si, mais je l'ai jamais vu. À quel âge? On l'appelle pas comme ça dans le métier, Michel, 5 paires de collants? Non, c'est le milieu du Tiens, théâtre, ça me donne madame, une monsieur. idée. Non, on l'a Non, jamais non. appelé comme ça. Ah ben voilà, à partir de maintenant, vous pourrez, grâce à moi, l'appeler comme ça. D'accord. Vous voulez Ça, temps de je faire vais lui marrer servir. tout le bistrot, tu vois, tu dirais. À l'angle, la rue. 5 paires de collants. En tout cas, On dit, c'est toujours mieux qu'à Capella, Pierre Ah non, Bénichou. là, c'est très drôle. en tout cas, Au moins, elle est neuve, la mienne. Hein. Philippe Tesson connaît Michel Didim. Oui, bien c'est bon, sûr. mais Oui. Oui, mais enfin, moi, j'imagine. J'ai pas vu, moi, le spectacle. J'y vais demain. Mais j'imagine, elle n'a pas besoin d'être mise en scène, Judith. Non. Mais non. Ah, si. Ah non, on a un souvenir commun. Moi, comme spectateur, mais elle, comme actrice, elle était déjà seule sur la scène. Je sais pas qui a vu ce spectacle ici, il y a une 7-8 ans. Oui. C'était Shirley. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Ça ne fait jamais Bravo, que... Tesson, Non, bravo. non, ça prouve qu'elle n'a pas changé. Ah Non, oui, et puis ça bon, prouve, rien, et puis puis on s'en ça fout prouve. Moi, du je l'ai temps. vu il y a 4 ans, effectivement, Shirley. Shirley, Il y a 15 ans, j'ai vu Shirley. Elle était sur la scène, elle racontait sa vie de vieille voyeuse américaine égarée dans Paris à partir des années 70 à Saint-Germain-des-Prés. C'était à pleurer d'émotion, de beauté. Tu l'as vu, toi, Pierre Bénichou? J'ai vu non seulement la pièce, parce que je vois toutes les pièces de Judith que j'aime, mais je connaissais finissait Shirley, que je voyais, on en a parlé Judith souvent, que je voyais au Café de Flore, qui était avec des yeux écarquillés, et qui regardait autour Oui, d'elle. écoutez, on va pas ce faire de Paris la des pub années pour une 60. pièce qui s'est jouée il y a 15 ans. Non, mais on ne fait pas que de la pub. Non, mais Franchement. ça prouve que le temps vous a paru long, sans me voir. Exactement. Si vous dites que... Ça me donne en tout cas l'occasion de parler de la disparition d'une comédienne, pas aucun rapport avec vous. Non, mais... Judith. Mais alors, elle a une bio incroyable, vous avez dû lire ça dans Shirley dans- Winters, c'est pas ça, Exactement, Shelley Winters. Ah Et alors bon je connaissais pas bien, moi je dois dire, effectivement quand je vois les photos, ça me resitue un peu l'actrice américaine qui a quand même obtenu 2 Oscars. Et elle était la femme de Vittorio Gassman. Ah ben alors elle a eu un nombre incroyable d'amants. Elle a eu Pourtant, un elle est nombre Marabelle. incroyable d'amants, elle a eu un nombre incroyable de rôles, et surtout, elle a eu un parcours qui ne se voit qu'en Amérique, c'est qu'elle a fini sa vie mariée avec Gassman, après avoir été pratiquement la deuxième patronne de l'acteur studio, c'est-à-dire ce qui a plus un télo dans le théâtre en Amérique, alors qu'elle avait commencé, comme on fait toutes ces filles-là,
comme Marilyn, comme les autres, comme une petite pin-up, comme une fille qui était là, qui était une starlette à gros seins, donc qu'on mettait toujours dans le film, et qui a fait une carrière formidable. C'est comme si aujourd'hui, je sais pas, moi, qui deviendrait Maria Cazares, quoi. En France, c'est vraiment où on nous joue les putes, c'est Loana qui deviendrait Maria Cazares. Exactement. C'est possible, alors. Non, mais c'est extraordinaire, ce genre. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup à apprendre du showbiz américain. Parce qu'il n'y a pas de barrière. Et même Tesson, qui est mon ennemi, dira que j'ai raison, n'est-ce pas? Il n'a pas complètement tort. Ah non, mais elle a eu quand même à son tableau de chasse Errol Flynn, Sean Connery, Burt Lancaster. Non, quand même. Faut dire qu'elle était pas farouche comme Gonzès non plus, hein. Bon. Elle est décédée à 84 ans et effectivement, elle a joué dans Lolita de Kubrick. C'est la mère de Lolita, attention. C'est la mère de Lolita. Ah bah, évidemment, elle avait plus l'âge de jouer Lolita, ou alors c'est que c'était vraiment une nouvelle version. Elle a joué avec Robert Mitchum aussi, et Mitchum disait qu'elle était insupportable sur les tournages, et il a eu cette phrase, Robert Mitchum: essayer d'argumenter avec Shelley Winters, c'est comme essayer d'avoir une conversation avec un essaim de guêpe. Elle devait pas être facile quand même. Hein. Et il a dit aussi, parce qu'il avait mis en scène le seul film que c'est Charles Laughton qui avait mis en scène La Nuit du chasseur, je crois. Ouais, La Nuit du chasseur, et c'est un salopard qui est un prêtre et qui tue, qui est joué par Mitchum. Il a dit: je comprends j'ai compris les pulsions meurtrières de mon personnage quand j'ai vu Shelley Winters sur le plateau. Tellement elle était emmerdante. Oui, puis elle picolait très sec. Bon, picolait comme tout le monde. Bon, D'accord. quand elle avait soif, elle buvait un coup, je veux dire. Hein? C'était pas non plus, elle était pas mannequin, ça fait moins peur. Hein. Elle buvait quand elle avait soif. Vous êtes capable de me dire pour quel film elle a eu ses 2 Oscars? Bien sûr. Allons-y. Bah non, je le dirai après la publicité. C'est pas l'heure de la pub. J'avais une chance de tomber dessus. Elle a eu un Oscar pour Le Journal d'Anne Frank, où elle jouait une épouse négligée, et un autre pour Patch of Blue, où elle faisait la femme un peu acariâtre d'une jeune aveugle. La mère, pardon, pas la femme, la mère d'une jeune aveugle. Il y a un mot que je ne connais pas, vous voyez, j'avoue mon ignorance. Dans le papier de Philippe Garnier, très bien écrit dans Libération, on dit d'elle: elle n'a jamais cessé de jouer malgré ses caroncules et son tour de taille. C'est quoi les caroncules? Ah bah la caroncule, c'est un truc... Alors, attends. Alors, attends, cherchons. Je ne connais pas. Après la pub. Alors, Philippe Car Tesson, glace vous qui êtes un écrivain, critique, journaliste. Caroncule, cherchons d'où ça vient. Une caroncule, c'est une excroissance de chair placée au mauvais endroit. Dans le... Qu'est-ce qu'on appelle un mauvais endroit? Bah, ça, c'est à chacun de choisir son On va mauvais vérifier. endroit. Amenez-moi un dico Oui, pour que je c'est comme sache. une petite queue au-dessus de l'anus. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est des hémorroïdes, ça. Mais ce serait joli. Je veux bien que ce soit cela, mais je vois pas en quoi cette chose-là pourrait empêcher de jouer les rôles du répertoire. Mais elle fait petite, la petite queue, mais c'est joli. Elle n'a jamais cessé de jouer malgré ses caroncules et son tour de taille. Et j'ai pas eu le temps ce matin de prendre mon dico, mais C'est peut-être les seins. c'est ça. Elle aurait 3. Elle aurait 3 seins, non. Un au milieu. Moi, On va vérifier tout de suite caroncule et on vous dira ça après la pub. Mais avant, je voudrais aussi dire qu'elle a joué dans L'Aventure du Poséidon. C'est ce fameux film catastrophe qui a eu un énorme succès bien longtemps avant Titanic. Hein. On a tous vu ce film catastrophe, Les Aventures du Poséidon. Et là, elle jouait une nageuse, alors qu'elle commençait déjà à avoir, elle commençait à être en nage elle-même. Et elle dit, j'ai joué une nageuse parce que dans l'eau, j'avais l'air plus mince. Coquette, hein, quand même. Mais elle avait raison. Cette La seule actrice française dont elle se rapprocherait un peu, c'était Simone Signoret. Si Simone Signoret avait continué dans le côté flamboyant des années 50. Oui, oui. Simone Signoret qui avait des caroncules elle aussi. Hein. Oh, mais ça... Et d'ailleurs, Montand disait, elle a des caroncules. Et Simone, elle est caroncule. Simone. C'est pas... Ah, on a bien fait d'embaucher Philippe Tesson dans cette équipe, parce que voilà un homme qui savait ce que c'était qu'une caroncule ou que des caroncules. Effectivement, caroncule, je lis petite excroissance charnue, caroncule lacrymale à l'angle interne de l'œil. Voilà, j'imagine qu'elle devait avoir effectivement au coin des yeux un petit bout de chair, quoi. Voilà, un petit kyste, exactement. C'est rien du tout, ça s'enlève facilement. Excroissance charnue de couleur rougeâtre sous le bec ou sur la tête de certains oiseaux, mais là ça ne la concerne pas.
Donc effectivement, c'est quand on a un petit point là, comme une sorte de petite. ça doit être- Kiff, il a raison, Philippe C'est ça, Tesson. ouais. Ah, c'est pas vous qui auriez répondu ça, hein, Bénichou. Alors là, hein, ça doit être Alors là, emmerdant. ça doit être j'avais emmerdant, zéro, ça, là, quand même, si vous à l'examen. Hein, voilà. C'est une culture de base. De base. Pierre Bénichou, mais c'est tout, quoi. Ça s'arrête là. Que de la para. Le reste, c'est de la frime. Il a bien fait le tour du personnage, hein, en peu de temps. Pierre, vous laissez pas faire, enfin. Vas-y, réponds, c'est- si t'as des carocules. Je veux pas trop m'abaisser à pactiser avec ce type. Enfin, et lui répondre, et même le moucher serait s'approcher trop. Le dessinateur Jacques Faisan a tiré un trait comme titre l'Humanité ce matin. C'est Maurice Ulrich qui se charge du papier de Faisan dans l'Huma, ce qui n'est pas facile, on le sait, puisque Jacques Faisan était un caricaturiste dessinateur bien ancré à droite, donc l'Huma lui rend hommage, mais ils disent quand même dans le titre, ce réactionnaire, c'est dans le titre hein, même, ce réactionnaire était un homme de grand talent. Bon, bah, c'est bien, c'est une façon de lui rendre hommage tout en rappelant son appartenance politique, l'humour engagé du dessinateur Faisan qui est mort samedi. Libé lui rend hommage aussi à sa façon. Jacques Faisan, plume de droite, passe l'arme à gauche. Bon, pourquoi pas. Et alors, le plus malin, je dirais, c'est le dessinateur du journal Le Parisien, Rançon, qui publie un dessin, mais non pas dans Le Parisien, dans Le Figaro, puisque Le Figaro a eu l'idée de demander à différents dessinateurs de rendre hommage à Faisan. Vous avez vu ça? J'ai vu le dessin de Rançon, mais tous les dessinateurs qui lui rendent hommage montrent tous quand même avec des différents environnements. Ils montrent toujours une Marianne, c'est lui qui a fait cette Marianne avec le bonnet phrygien, qui pleure. Bon, Marianne qui pleure, c'était un peu facile quand même. Alors le dessin de Rançon, c'est pas une Marianne qui pleure, c'est Jacques Faisan qui arrive au paradis. On voit Saint-Pierre, un petit ange, et puis Saint-Pierre qui dit à l'ange, c'est vraiment Jacques Faisan là? Le Jacques Faisan? Et le petit ange dit, ben oui, c'est inscrit sur sa serviette. Et ça, seuls les initiés et les dessinateurs peuvent comprendre le message subliminal de ce dessin, parce que les vrais dessinateurs ont longtemps reproché à Jacques Faisan que il ne caricaturait pas si bien les hommes politiques, à ce C'est point. le dernier qui a fait encore ça. À ce point qu'il était obligé de mettre le nom sur la serviette que les hommes politiques portaient. Et donc, c'est un dernier coup de pied de Rançon à Jacques Faisan quand il fait venir Jacques Faisan au paradis avec une serviette marquée Jacques Faisan dessus et Saint-Pierre qui fait, bah oui, c'est inscrit sur la serviette. C'est une petite vacherie que seuls les dessinateurs entre eux peuvent comprendre. C'était pas un caricaturiste, Faisan. Au oui. sens propre du mot. Il caricaturait pas, effectivement, il portraiturait pas, donc il pouvait pas caricaturer. C'était davantage on peut dire un éditorialiste. On l'a dit d'ailleurs, c'est Jean d'Ormesson qui a dit éditorialiste. Bon, c'est un éditorialiste un peu mou, quoi, gentil, pas corrosif, hein, pas méchant. Fait pour le paradis, effectivement. Réactionnaire, on peut pas le lui reprocher, on n'est jamais trop réactionnaire. Mais quand on est caricaturiste, on n'est jamais trop méchant non plus. Hein. Je ne trouvais pas Faisan assez méchant. Sénep l'était beaucoup plus. Dans toute il a pris la place d'un type qui s'appelait Sénep, qui était un caricaturiste très 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 célèbre du Figaro de l'immédiate après-guerre jusqu'en 58. Et donc il était dans la lignée de ces gens-là. Et maintenant il n'y a plus personne qui met le nom sur la serviette. Alors chez les caricaturistes c'était assez marrant parce que plus personne ne mettait le nom, sauf quand il y avait des remaniements ministériels. Oui. C'est-à-dire que on mettait De Gaulle, Pompidou, d'autres, puis on mettait pas leur nom sur une serviette. On se souvenait d'eux. Tandis que quand on arrivait à Monsieur Guémard ou à Monsieur Dupont, que personne ne connaissait, on était bien obligé pour dire qui c'était, de mettre le nom sur la serviette. Moi, ça me ravissait quand je voyais ça en me disant, tiens, on en revient aux pratiques de 1920. Bon, autre titre, évidemment, beaucoup plus utilisé à propos de sa mort, Jacques Faisan a cassé sa pipe, c'était un peu attendu, mais c'est vrai que c'était un grand fumeur de pipe. Le vieux monsieur à la pipe ne commentera plus l'actualité. Nous, on va continuer à le faire, mais après la pub. On va se gêner toujours avec Judith Magre, Daniel Evenou, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Philippe Tesson, Christophe Alévèque
Et alors la polémique du jour, elle tourne autour du Dakar, et évidemment à cause des 3 morts, dont surtout les 2 enfants, parce qu'après tout, le motard, lui, il connaissait les risques d'une candidature sur le Dakar, même si le pauvre s'était rendu à la compétition au dernier moment, puisque il avait remplacé un pilote qui finalement avait décidé de ne pas partir. Mais les 2 enfants, eux, évidemment écrasés sur le passage de l'épreuve, n'avaient rien demandé. Alors on lit tout et son contraire dans la presse ce matin. C'est la vraie polémique du jour. Accentué évidemment par les propos du vainqueur du Dakar, Luc Alphand, qui a été un peu maladroit, faut bien dire. Bon, c'est vrai que les journalistes ont un peu aussi modifié ses propos, particulièrement le JDD qui a titré hier « Ça va pas gâcher mon bonheur ». Alors évidemment, quand on voit ça en gros titre, et puis quand on lit évidemment l'interview, on se rend compte qu'il n'a pas vraiment prononcé cette phrase « Ça va pas gâcher mon bonheur ». On lui dit « Savourez-vous, malgré tout votre victoire ?» Et Luc Alphand répond « On n'a pas du tout la même vision des choses. Vous de là-haut avec un gros titre, le Dakar tue, et moi qui sors de ma bagnole où on s'est défoncé tous les jours à faire 800 bornes avec les efforts que ça représente toute l'année pour s'entraîner, pour développer les voitures. Alors oui, je le dis, je suis heureux d'être là et d'avoir gagné cette course, même s'il faut avoir une pensée pour tout ce qui s'est passé, ça ne va pas gâcher ce que je ressens, ce que j'ai accompli, et ça donne le titre, ça ne va pas gâcher mon bonheur. Pour moi, il a le mérite de la sincérité. Voilà. Il est plus sincère que les organisateurs qui versent des larmes de crocodile. Absolument. Voilà. Absolument. Il y en a marre de ces larmes de crocodile, où on interdit le Dakar. Ceux dont je suis partisan, parce que je trouve que c'est odieux d'aller aux choses, où on le fait, mais on va pas pleurnicher tout le temps en disant oui, mais regardez, qu'est-ce qu'il faut? La question reste posée, c'est le grand débat, c'est la polémique. Non, ils nous emmerdent. Où on le laisse ou on le laisse pas. Moi, je crois qu'il faut pas le laisser, parce que pour des raisons, d'abord de danger, et de morale, et si vous voulez que le tiers-monde nous prenne toujours pour des assassins, des salopards, vous n'avez qu'à continuer à faire des trucs comme ça, où on va leur montrer nos 4x4 et nos bidons d'essence et de crème chantilly. Là-bas, je trouve ça honteux, Pierre, et atroce. Tu as raison, si vous voulez le faire, alors ne versez plus des larmes de crocodile. On sait que la vitesse est un facteur d'accident épouvantable. Et ce que je regrette dans ce Paris-Dakar, c'est qu'il n'y a pas de limite de vitesse, sauf dans les villages. Limiter la vitesse dans le désert. Pas limiter la vitesse dans un rallye. C'est-à-dire que limiter la vitesse dans une course, c'est un peu con. Il y a que Jean Alési qui le faisait, mais... Non. Il le faisait naturellement, lui. Là, ils sont fatigués parce qu'ils n'ont plus droit au GPS. Ah, je suis désolé. Non, moi, je fais beaucoup de rallyes. Je fais un rallye très difficile, le rallye féminin, basé sur la navigation, le rallye des gazelles. Eh bien, on a arrivé. Mais c'est toi c'est beaucoup plus dur. C'est toi qui conduis? Oui, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Le plus dur, c'est celui qui a le roadbook, le compas, et c'est celui qui doit tracer où on va. Là, maintenant, avant, ils se suivaient. Maintenant, vous les avez pas vus à la télévision? Oh, je suis crevé. Il faut prendre un roadbook, il faut prendre un compas. Ben oui, ils n'ont plus droit au GPS. Mais dès qu'ils savent où ils vont, ils tuent. Vous voyez, on se voit, c'est pas grave, il y a des bronzés, il y a des noirs. Nous, le rallye des gazelles, mais je suis... C'est pas grave, il y a des bronzés, quoi. Mais c'est pour ça que je me moque. Ah bon? Mais nous, dans ce rallye, la vitesse est une chose interdite. C'est où ça? C'est dans tout le sud-est marocain, nous l'avons même fait en Mauritanie. Mais c'est sérieux. Et la jeune femme qui vient de se casser le bassin, en évitant un enfant, je l'ai déjà croisé, elle a fait le rallye des gazelles. Et elle a elle dit, je préfère avoir le bassin cassé plutôt que d'avoir toute ma vie eu sur la tête la mort. Et elle a fait le rallye des gazelles, elle pourrait vous en parler. Ça ne vous empêche pas d'aller vite dans des Elle va faire le rallye des gazelles qui boitent maintenant. Et ça veut dire que vous pourriez faire le Dakar, c'est ça votre prochaine étape, Daniel, alors? Non, parce que la vitesse, c'est pas mon truc. La vitesse, c'est une chose trop dangereuse. Il y a de la jugeote dans les rallyes. Il faut aussi savoir où on va maintenant qu'ils n'ont plus de GPS. Moi, je suis prête à refaire le rallye des gazelles, tenez pour vous. Non, mais qu'un peuple tout entier, je lance une annonce. Triomphant, du dénier conspiré qu'on a mort de l'enfant. Est-ce qu'il y a une femme européenne qui veut partir avec moi? Non, mais je vais vous dire un truc. Je vais vous dire non, il n'y a personne. On fera tant à part. Mais pourquoi? Je conduis très bien. J'ai appris chez Beltoise. Je conduis mal dans Paris, c'est vrai. Mais dès qu'il y a du sable, je m'éclate. Et des cailloux. Mais il me faut une bonne navigatrice. Conduisez sur les quais pendant Paris-Plage et puis n'emmerdez personne. Il n'y a pas grand monde. Voilà. Non, je cherche une navigatrice. Voilà, alors toi, tu es pour le maintien du le président du Sénégal lui-même. Avec vitesse limitée. Oui, parce qu'il n'y a pas que la course de vitesse. Maintenant, on leur demande de savoir où ils vont.
Non, mais alors quel est l'enjeu si c'est pas d'arriver le premier? Mais si c'est arrivé le premier, mais il y a d'autres choses. Celui, par exemple, nous, c'est celle qui dépense le moins d'essence et qui... Ah, c'est un rallye. Qui rentre à l'heure pour faire à manger à son mari. Qui a trouvé la solution de la devinette cachée derrière le pot qu'il fallait trouver derrière l'arbre. Nous, on est hors piste. On n'a pas le droit de traverser le village et d'écraser. Puis il y a des rébus. Mais c'est vrai. Bien sûr. Mais il y a des rallyes où il y a des ébus. Chez eux, il y a des rébus. Alors il y a des Ça petits veut dire- dessins. Et puis oui, c'est celui c'est qui vrai. trouve le rébus qui a gagné. Hein? Non, c'est pas Où tout est à fait ça. caché- où est Ce caché sont- le chien oui, chasseur? Peut-être même si elles sont sages que l'année prochaine il y aura des sudoku. Ce C'est sont la des mode. contrôles de passage. Les petites balises dont vous parlez. La petite balai, je l'ai laissée à la maison. Bah faites-le. Faites-le. Le président du Sénégal, lui, dit qu'il est pour que le Dakar Bah, bien continue. sûr. dans ce pays. Et sa femme aussi. elle- Parce qu'ils sont tous pub, contents, parce qu'il y a des pognon. fêtes sur le Eh parcours. oui. Évidemment, ça, lui, ça doit lui rapporter du fric. Oh non. Tu crois pas? Tu peux pas dire ça d'un président. Ah bon? Il a épousé Non, une non, femme non. blanche. Oh, non, il a épousé une femme Femme blanche. blanche, hein. D'où elle est? Normande. Ça me fait penser dans les courses de trot, dans les... Normande de Besançon, nous contredisez pas. Ah, mais le public est de plus en plus difficile, hein. On a le droit de placer la Normandie où on veut. Normande de Besançon. Voilà. Bon bah, qui a dit d'ailleurs de Besançon? Madame. Non mais qui a dit en Normandie? C'est vous qui avez dit. Voilà, bah bravo alors Tesson. Sur les caroncules, très bien, mais alors sur la Normandie, Ah, je connais pas bien la géographie, moi. bah dans le Doubs, abstiens-toi. C'est pas... Oh. Et c'est près de Dakar, Besançon, non? C'est pas loin de Dakar. Il y a quand même, par exemple, le journaliste de France Soir qui a suivi le Dakar, Alexandre Herbinet, qui écrit ce matin, parce que lui, il est favorable à ce que la course, évidemment, continue. Il écrit, pour résumer, dans la vie, les gens meurent, Dakar ou pas. On apprécie d'ailleurs la virulence avec laquelle certains s'émeuvent de ce drame, les mêmes, sans doute, qui regardent l'Afrique se mourir de la tragédie du sida, sans réagir plus que cela devant l'apathie occidentale pour fournir aux populations les médicaments adaptés. En gros, il dit, c'est pas deux gosses qui ont été écrasés avec tous les gosses qu'on laisse mourir toute l'année pour d'autres raisons qui vont... C'est pas une raison. Et c'est son argument. L'argument foireux, ça. Non, excuse-moi. Je ne fais que citer François. C'est pour sauver les gosses du sida qu'il les tue avec son 4x4. Que ça veut dire ça? Je pense que ça sera plutôt les 34 milliards de dollars que donnera Bill Gates pour les enfants du sida qui feront quelque chose. Non, il y a mais c'est vrai, il a raison. Il a raison. Il y a longtemps que Stevie n'avait pas prononcé des chiffres dans cette émission. Ouais, c'est énorme. Stevie connaît les chiffres par cœur, ça je dois dire. Bah ouais, je retiens. Ah bah alors j'espère que vous avez retenu les salaires des chanteurs les mieux payés, parce que c'est le sujet qu'on abordera dans un instant après quelques conseils. On va se gêner avec Stevie, Judith Magre, Pierre Bénichou, Philippe Tesson, Christophe Alévèque, Daniel Evenou. Pendant la pub, là, il y avait discussion, hein, tout le monde n'était pas d'accord sur les 34... Combien vous avez dit 34 milliards de dollars. que Bill Gates donnerait pour l'Afrique. Ça paraît beaucoup à Pierre. Non, ça me paraît C'était pas dans beaucoup. le Figaro, Non, ça me Le paraît Monde. pas beaucoup. Je trouve que c'est une somme astronomique, évidemment. Math. Mais je pensais que c'était une faible partie, soit de sa fortune, soit de ses revenus ajoutés dans les 10 années qui viennent. Et or, le monsieur Raymond Aron, non, pardon, Stevie, me dit que ta fortune s'élève seulement. je sais pas qui c'est. S'élève seulement. C'est un type qui se. Ah, ça, C'est c'est un type qui avait formidable. fait le loft catégorie économie. C'est le père de Christine. Et il me dit que cet homme aurait donné donc 60% de sa, 70% de sa fortune. Mais je ne sais pas combien était Ça me semble absolument. D'abord, si c'est vrai, chose de Mais plus c'était dans méritoire Paris du Match. monde, mais Vous l'avez vu, j'ai lu vu. mais Pardon. peut-être que c'est une partie de ses économies, mais pas de ses revenus. Mais à même venir. que ce soit ses revenus, c'est le geste qui compte. 34 milliards, c'est plus que tous les pays Ne du me fais monde. pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis que c'est une somme énorme. Elle serait encore plus énorme si, comme tu le dis, c'était de l'argent gelé et qu'il donnait 60% de ce qu'il possédait. Je crois que cette somme énorme n'est pas 60% de ce qu'il possède, mais une partie de ses revenus. Bon, on s'en Et fout puis, si et c'est puis ce c'est qu'il a une ou pas. promesse de don dans Paris Match. Hein. Non, mais ça fait beaucoup de bruit, quand même. Non, après, il faut voir si vraiment ils y vont. Ah voyez. bah, je pense que oui, parce Oui. que ça fait quand même des années que Bill Gates s'occupe de l'Afrique. Mais vraiment. Tu le connais? Moi, je dis non, je connais pas, mais ça m'a touché. Le pauvre. Ça m'a Alors, fait plaisir, en il tout paraît cas. qu'il était dans
dans une boîte africaine, après ça, dans une boîte noire, et toi, à 4 heures du matin, il voulait partir avec une fille, elle lui dit non, tu me plais pas vraiment, et tout ça. Il est resté rentré tout seul, ça serait bien. N'importe quoi. Quel rapport? Ça, c'est... Le mec qui va chez Cœur Samba, qui a des 34 milliards pour l'Afrique. À 5 heures Qu'est-ce que d'après-midi. c'est que Cœur Et Samba? à 3 heures du matin, il y a des filles qui sont au bar, et tu dis, mais tu veux pas venir avec moi? J'espère qu'il va avoir le prix Nobel de la tu ne paix, me ça, plais pas vraiment. Ça sent le vécu d'un mec qui a sorti beaucoup de pognon. Cœur Samba, Et que la fille a pas voulu à 3h du matin. Non, mais je te dis ça Mais pour tu donnais le- combien, toi? J'ai jamais dépassé 32 milliards. Serge Liado nous attend au téléphone pour les chansons qui se ressemblent. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Alors là, je dois dire que c'est assez étonnant ce que vous nous proposez aujourd'hui, puisque vous avez noté une coïncidence entre deux chansons. D'ailleurs, je crois que vous n'êtes pas le seul, parce que la SACEM s'est mêlée, je crois, de ce litige. Deux chansons très connues. Une chanson de Dalida, enfin en tout cas interprétée par Dalida, Moi je veux mourir sur scène, que tout le monde connaît. Oui. Et une autre chanson signée Bernard Lavillier, On the Road Again. Oui, c'est ça. Deux univers totalement différents. Comme ça, a priori, je vois pas la ressemblance. Oui, oui. Ben, c'est dans la mélodie. La SACEM a juste arbitré un léger litige entre les compositeurs qui s'est réglé entre gentlemen sans problème. Mais c'est vrai qu'il y a eu une sorte de malentendu. On a eu l'impression que Lavillier s'était un petit peu inspiré de la mélodie du couplet de Mourir sur scène, qui date de 1983, pour écrire le couplet de On the Road Again, qui lui date de 1988. Dalida et Bernard Lavillier, ce qui ne s'était jamais fait, maintenant sur Europe 1. Mais ne viens pas quand je serai seul, quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Nous étions jeunes, l'âge des feux, on dit joyeux, insolent et beau. On attendait que la mort nous faut, on the road again, again. Mais ne viens pas quand je serai seul, moi qui ai tout choisi dans ma vie. Au petit jour on quittait l'Irlande, il fallait bien un jour qu'on nous Ne pende. viens pas quand je serai seul, tous les deux on se connaît déjà. La mer revient toujours au rivage, dans les blés mûrs y a des fleurs sauvages. N'y pense plus, tu es de passage. Choisis plutôt un soir de gala, si tu veux danser avec moi. On n'était pas convaincus au départ, et finalement, vous nous avez eu sur la fin, Serge Liado. Oui, c'est de la stratégie. J'ai mis le refrain au début, puisque c'était les choses qui se ressemblaient le moins. Et puis vers la fin, j'ai mis ce qui se ressemblait le plus. Parfait, vous avez bien fait, Serge Liado. Même Pierre Bénichou ici Ah non, présent. moi je trouve que c'est la meilleure que vous ayez faite. Depuis le meilleur début de la rapprochement. semaine. Oh, mais Pierre, vous n'êtes pas là tous les jours. La chanson flash du jour concerne quel sujet? Eh bien, vous le savez peut-être, Laurent Cabrol en a parlé vers 13h. La chanson de Plastique Bertrand, Ça plane pour moi, a été choisie pour illustrer le clip publicitaire de Coca-Cola à destination de l'Asie du Sud-Est. Ah bon? Ouais. Vous savez que Plastique Bertrand est un chanteur milliardaire belge, mais de nos jours, c'est un pléonasme. C'est vrai. Alors allons-y pour cette chanson flash. Qu'est-ce que j'apprends? C'est écrit noir sur blanc. Je vous la refais. On est en direct, Serge, on peut pas couper. C'est écrit noir sur blanc dans le journal. La firme Coca-Cola, pour sa campagne en Asie du Sud-Est, a choisi comme musique publicitaire. Ça plane pour moi. Plastique Bertrand est surpris, il paraît qu'il en est resté sans voix, mais ça n'a pas d'importance car sur le disque c'est pas la sienne qu'on entend. Parce que c'est pas lui qui chante. Coca-Cola finalement a appliqué ce qu'avait dit Patrick Lelay, car les paroles de cette chanson, incontestablement, ça vous laisse complètement le cerveau disponible. Bravo Serge Liado, non c'est bien.
En direct, c'est une performance. On se retrouve demain à la même heure. C'était Serge Liado, un des chanteurs français les moins payés. Et maintenant, passons aux chanteurs les mieux payés. Alors, Le Figaro Écho publie aujourd'hui le classement de ces chanteurs les plus payés en France. C'est Johnny qui est en tête avant de passer en Belgique. Maintenant, on comprend mieux pourquoi. Johnny est numéro 1 devant Michel Sardou, numéro 2. Votre Mylène Farmer est numéro 3. Alain Souchon, quand même, est numéro 4. Alors, pour moi, c'est justice, parce que c'est un grand faiseur de chansons, grand compositeur et grand auteur, surtout. Oui, mais j'ai pas eu l'impression que son dernier album, La vie Théodore, ait vraiment été un album qui est cartonné par rapport à d'autres chanteurs. C'est lui qui écrit ses chansons. Ah, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Par rapport à Sardou, Hallyday et Mylène Farmer. Ah, Sardou, Mylène Farmer, elle écrit ses textes. Mylène Farmer, elle écrit ses textes. Oui. Et elle compose aussi la musique, parfois. C'est elle qui écrit parce qu'on n'arrête pas de dire que c'est une chanteuse mystérieuse. Même ses paroles sont mystérieuses, parce que... Ah, bah, c'est cherché, c'est... Alors, en 5, il y a quand même, ça c'est formidable, parce qu'il débarque dans la chanson française Raphaël, avec sa chanson La Caravane. Raphaël. Cite-moi un air. Ah, chanter... Caravane. Oui, Caravane, mais la chanter, je connais pas les paroles. Ah non, ça c'est... Non. Non, mais je vous demande de me chanter un air. Quel succès! On va vous passer, on en a là, tout ce que vous voulez de Raphaël. Qu'est-ce qu'il y a, Et tout de suite après, il y a Racine, non? Corneille. Ah merde! Je me gourre C'est donc toujours, Monsieur moi. Acapella. Non, dans l'ordre, Raphaël en 5, en 6, Gérald de Palmas, Ah, bah, c'est normal, ça. en 7, Florent Pagny, en 8, Calogero, en 9, Mathieu Chédid, Oui. en 10, Yannick Noah, qui est dans tous les classements de toute façon, même à l'ATP il y était, et en 11, Aznavour, quand même toujours là, Aznavour, en 12, Chimène Badi, Oui. Que Ça, de c'est- femmes alors, il y a c'est que bien. de femmes. en 13, alors ça c'est aussi Si à étonnant. Obispo, je m'en vais. Non. En 13, il y a Amel Bent. Ah, mais le bain, c'est normal. Amel Bent, c'est sa philosophie. Elle chantait. va, à ce moment, C'est ma oui, philosophie. bien sûr. Comment elle chante Amel Bent, Stevie Stevie, mais c'est pas parce que t'es son là, chante. Mais je sais pas les paroles. Hein. Et puis l'air, c'est pas facile à chanter comme ça. C'est ma philosophie. Non, j'y arrive plus. Je ne sais plus. Ça fait Ça, c'est du Mylène Farmer que vous nous Mais faites non. depuis 2 minutes. Non, mais quand on me demande un air. de toute Derrière façon, c'est Amel Bent, Julien Clerc et puis Corneille en dernière position. Ah, Julien, en donc, dernier, en des vieux, dernier. il reste Aznavour et Julien Clerc, quand même. Oui, il reste Aznavour et Julien Clerc. C'est déjà pas mal quand même, non? Et combien ils gagnent tout ça. alors combien ils gagnent ces gens-là À combien ils gagnent? Et combien ils se donnent? 6,6 millions d'euros pour Johnny, 3,6 millions pour Michel Sardou, 3,5 millions pour Mylène Farmer, 3,2 millions pour Alain Souchon. C'est en euros, hein. Et quelle est la proportion de ce qui n'est pas la chanson proprement dite, mais tout ce qui est le merchandising autour? C'est ça qui est l'avantage, parce que c'est faussé le classement. Bon, je suis pas très compétent, mais Souchon, on vend pas de t-shirt ni de Ni de lunettes. aux armes et de Souchon. C'est vrai. Tandis que je suis sûr que Johnny Hallyday, ça représente bien la moitié ou bien peut-être le tiers, hein, Ouais. les produits dérivés. Et même Non. Mylène Farmer, il paraît Mais qu'il y a même Mylène Farmer, des t-shirts c'est à ça. 30 ou 40 euros là-bas à Bercy en ce moment. C'est vrai. Vous avez entendu le coup de Mylène Farmer qui foutait les gens dans leur loge quand elle passait pour Ah oui, rester c'est ici qu'on l'a dit même. Alors vous pensez si on l'a entendu? Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner les 7 dernières minutes avec au téléphone Madame Sandrine Mania-Park. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice marketing d'EverestPoker.com et fait. co-organisatrice du France Poker Tour. Pourquoi j'ai eu envie de vous appeler aujourd'hui? Parce que ce matin, Le Parisien titrait « Le poker rafle la mise » et nous précisait que la fièvre du poker avait bel et bien traversé l'Atlantique parce que plus ça va, c'est vrai, plus les chaînes diffusent maintenant du poker, que ce soit sur Canal+, sur Eurosport, sur Paris Première. Et il y avait une compétition ce week-end dont vous étiez l'organisatrice. Alors, j'ai pas bien compris. Les gens jouaient sur Internet, c'est ça? Alors, il y avait plusieurs types de qualifications. Et déjà, on n'était pas les organisateurs, il y avait aussi le France Poker Tour. Everest Poker est aussi un sponsor. Et comment ça s'est passé? Il y a eu des qualifications live, donc terrestres, à travers 15 villes de France. Et il y a eu des qualifications en ligne aussi à travers des tournois. Donc, une partie, les gagnants de chaque tournoi a été qualifié pour la finale, qui s'est donc passée samedi dernier, le 14.
Donc 120 joueurs se sont affrontés pour un seul titre, le titre de champion de France. Et là, ils sont venus à Paris, donc. Ils sont venus à Paris, à l'Aviation Club de France, qui est un des plus prestigieux clubs d'Europe de poker. Et pendant 8 heures, ils ont joué les uns contre les autres. Donc c'était un mélange de joueurs amateurs et de joueurs professionnels. Qui a gagné? Qui a gagné? Un Lillois. Le premier et le second sont de Lille, donc le Nord en France, le Nord en force. Et son nom, je voudrais pas le Johan Müller-Meister. Johan Müller-Meister. Voilà. Et il y a eu des people, comme on dit maintenant, qui ont été dans les premières places, dans les 10 premiers. Il y a eu un joueur connu qui s'appelle Pascal Perrault, je sais pas si vous le connaissez, qui a fini 17e. Patrick Bruel n'était pas là. Ah. C'est lui qui a fait découvrir un petit peu le poker grâce à cette émission. Il a été champion du monde. Hein. Mais oui, à Las Vegas, c'est ça, madame? Oui, tout à fait. Et c'est un excellent présentateur aussi. Et son émission il était Canal+, très bon. Il est très bon parce qu'il explique très bien. Et je pense qu'il permet vraiment d'expliquer aux personnes qui ont aucune idée du poker qu'est-ce que le Texas Hold'em, pourquoi c'est si fascinant, pourquoi il y a autant de tension. Et il explique bien aussi le déroulement du jeu et les techniques. Et les tactiques. Alors, comment vous expliquez que d'un seul coup on s'y intéresse chez nous, qu'il y a un tel engouement en France, alors que les années passées c'était pas le cas, quoi? Bon, le poker existe depuis longtemps, mais c'est vrai que la télé, comme aux États-Unis, c'est ce qui a permis le grand succès du poker. La télé permet vraiment de démocratiser le poker, et surtout le poker en ligne, qui existe maintenant depuis 2002, a vraiment favorisé cet engouement, et les joueurs de plus en plus sont intéressés à jouer au poker. En France, je pense que c'est pas tellement surprenant au sens où les Français, on adore les jeux de cartes, la belote, le tarot, la bataille. Moi, le rami, c'est le rami. Le rami, moi aussi, j'étais très fan. Moi aussi, j'adore le rami, mais on peut jouer au rami poker aussi. Alors moi, j'ai l'impression, je crois que il s'est passé exactement pour le poker ce qui s'est passé pour le tennis. Le fait de le voir à la télévision a fait naître des vocations, les gens ont pu jouer chez eux, ont pu essayer de comprendre, et surtout, les gens jouent tous bien maintenant. En un an de poker à la télévision, les gens jouent bien. Vous vous souvenez, je sais pas si les plus âgés ici se souviendront, nos auditeurs se souviendront comment, quand on voyait des gens jouer au tennis il y a 25 ans, ils avaient des gestes ridicules, ils faisaient des moulinets pour faire le service qui était affreux, tandis que maintenant, tout le monde a un beau style, tout le monde joue bien. Enfin, il y a des gens plus ou moins forts, parce que ils ont, le meilleur des professeurs, c'est le petit écran. Et donc, au poker aussi. Et au poker, maintenant, ils jouent tous comme des pros. Quand on voit des gamins de 14 ans jouer entre eux, ils jouent formidablement, ils jouent comme les champions américains. Est-ce que le français n'est pas de nature bluffeur? Mais non, ça n'a rien à voir. On joue, moi qui joue au poker beaucoup, si je jouais dans ces parties-là, avec ces jeunes gens qui font, indépendamment de l'autre, mais ils jouent avec une audace qu'on n'a jamais eue, nous. C'est-à-dire qu'ils font tapis, comme on dit, qu'on met toute sa mise sur un coup, tous les trois coups. Alors qu'avant, c'était des pokers d'attente, c'était des pokers jeux de société, tandis que là, c'est un poker de battant. Et moi qui jouais beaucoup au poker, au poker on bluffe. Tu m'arrêtes si je dis une connerie, Pierre. Bluffer, c'est de faire croire qu'on a un mauvais jeu quand on en a un bon, et non pas un bon quand on en a un mauvais. Les deux, dit Pierre Bénichou, qui dit qu'il connaît rien à l'évêque. Quand on fait cracher les autres, c'est qu'on leur fait croire qu'on a un mauvais jeu. D'accord, peu importe, c'était un jeu, évidemment, qui est bluffer, c'est très peut-être faire croire qu'on sait jouer quand on sait pas jouer, Christophe, non? Non, c'est pas vraiment ça. Bluffer, Mon Dieu, viens faire une partie avec moi, tu vas voir, tiens. Ton salaire va baisser de moitié. Bravo pour cet engouement, et peut-être grâce à vous sur le net aussi. Et on vous remercie, madame. À très bientôt. Au revoir. À demain.